Nous sommes ensemble pour 1 heure pour tenter de suivre les chemins qui mènent à la création, à vos créations, Dick Engarde. Votre art, c'est la musique, principalement la chanson. Vous êtes auteur, compositeur, interprète. Vous écrivez en français des chansons pour vous et aussi pour les autres. Le succès de votre chanson Bruxelles a pu laisser penser que vous étiez belge. Eh bien non. Vous êtes né aux Pays-Bas en 1952. Vous avez grandi en Belgique et vous vous êtes installé en France, plus précisément en Gascogne. Votre biographie s'étale sur bien des territoires, y compris imaginaires, tout comme votre musique d'ailleurs. Une musique qui est autant dans vos notes, votre jeu de guitare, que dans vos paroles. Le plaisir du mot est aussi pour vous un plaisir du son et un plaisir collectif. Vous êtes d'ailleurs un organisateur de joutes verbales, un collecteur de chansons populaires et locales, et tout votre art s'inscrit dans la lignée d'une transmission orale que vous nommez oraliture. Après un succès fulgurant suivi d'une rupture de 20 ans, après des voyages initiatiques en péniche semés d'embûches, après un retour en fanfare adoubé par une nouvelle génération d'artistes, vous voilà plus créatif que jamais, revisitant vos chansons ou mettant au monde leur petite sœur. Vous êtes venu avec votre guitare, qui répondra peut-être, qui sait, parfois à votre place. Dick Engarde, présentez-nous cette guitare justement, puisque c'est avec une guitare à 2 cordes que vous avez découvert la musique, paraît-il. Ouais, je l'ai encore, elle est suspendue, on m'a peint un taureau dessus. La guitare de mon frère. Maintenant, ma guitare aujourd'hui, c'est une très 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 vieille guitare. Et pour dire que le son, c'est pas la beauté de l'instrument, c'est la beauté de ce qu'il y a dedans. Et donc c'est une guitare en bois d'arbre, en palissandre de Rio, qui est, on dit les golden mediums, c'est les médiums dorés. Et donc, c'est un peu aussi la clé de ma recherche. Je cherche ce que mon arrangeur il appelle des clous dorés. Donc, c'est une note au milieu des autres qui donne la clé de voûte, on va dire, de l'instrument ou du son. Voilà. C'est une recherche de quelque chose d'essentiel. Alors, est-ce que ça part d'une note? C'est vrai que dans le jazz, on parle parfois de la blue note, qui est la note qui n'est pas évidente, qui vient après. Vous faites référence parfois à cette blue note, puisque le jazz, mais aussi le blues, fait partie de votre formation. Ben, c'est quand même la musique nègre est la musique qui a fait la musique du siècle, quand même. C'est le jazz, le blues, le rock, le rap est venu de la part de ce que j'appelle des ingénieurs analphabètes. C'est-à-dire analphabète dans le sens solfégique ou peut-être dans le sens pouvoir écrire la musique. Mais je ne sais pas lequel, Thelonious Monk et Count Basie sont quand même des musiciens émérites et des musiciens savants, mais à partir de codes qu'ils ont inventés eux-mêmes. Donc c'est pas des musiciens solfégiques qui ont fait la musique de ce siècle. Et donc moi, je m'inscris dans cette tradition, dans cette transmission de musique qui vient d'autres continents, qui n'est pas de la musique. Nina Simone dit Black Classical Music. Donc il y a d'autres musiques classiques que la musique classique blanche européenne. Dick Engarde, vous, la musique, vous l'avez découverte par l'expérience. C'est d'ailleurs toujours comme ça que vous écrivez. Vous allez peut-être nous en parler. Mais vous avez eu d'autres idées avant d'être musicien. Vous aviez pensé peut-être être ingénieur agronome. Oui, je voulais même pas aller à l'école, donc j'étais mal barré. Je voulais aller à l'école, mais je voulais pas apprendre la morale. Mon père voulait que je m'inscrive en catéchisme. Moi, je voulais suivre des cours de protestantisme. Bon, bref, j'étais à l'école européenne, ce qui est quand même une école de la cour de récréation. Donc, je l'ai pris aussi dans le sens strict du terme. Récréation, c'est qu'on a inventé notre langue européenne, entre les Flamands, les Wallons, les Allemands, les Français et les Hollandais. On a trouvé notre propre verlan, on va dire, notre propre notre propre langue de jeu, du moins. Et donc, cette école européenne a été une école de culture différente, a été une école d'histoire un tout petit peu. Et c'est vrai que ça devenait de plus en plus intéressant dans la mesure où, à Bruxelles, on faisait des maths modernes, ce qui ne se faisait pas en France ni ailleurs. On faisait surtout, au fur et à mesure de cette instruction, des
comparatif de culture. Et comme on était un peu hippie, on avait un prof d'anglais, il disait, vous êtes des romantiques. Je dis, mais non, monsieur, nous sommes pour la révolution, tout ça. Et donc, non, il disait, non, vous êtes des romantiques parce que vous cherchez dans la unpeace, dans la non-paix, vous cherchez la fuite dans le temps, la fuite dans les cultures, la fuite, mais vous êtes pas en paix, parce qu'on disait peace and love, mais en fait, on n'était pas du tout dans le peace, on n'était pas du tout dans cette cohabitation pacifique, on n'était pas non plus dans la Deuxième Guerre mondiale, mais on était un peu dans 68 quand même. Donc, c'était aussi une école de la pop. Alors de la pop au sens large du terme, vous êtes parti de là et vous avez vécu ensuite à Bruxelles. Bruxelles, c'est aussi le nom de la chanson qui vous a fait connaître en France. Qu'est-ce qu'on peut dire justement de ce mélange musical que vous avez vécu aussi lorsque vous êtes arrivé à Paris en 1972 que vous avez découvert était pour moi plus créatif, et encore aujourd'hui, je pense que Bruxelles est une ville plus créative que Paris. Paris, on vient réaliser des spectacles, on vient d'ailleurs, on vient créer une chanson sur Paris. Hein. Je veux dire, Paris était une espèce d'Olympia, en effet, était une espèce de Golgotha où on venait sacrifier son art. Mais Bruxelles avait ce côté périphérique. Je vous signale que les plus grands auteurs, c'est quand même Hergé et Simenon, qui étaient des Belges. Hein. Enfin, les auteurs les plus vendus étaient d'un art un peu périphérique. Et Bruxelles aussi avait ce côté périphérique, avait ce côté ouvert sur l'Amérique, sur l'Angleterre. Bruxelles était beaucoup plus pop. Était beaucoup plus blues, était beaucoup plus ouvert sur les musiques du monde aussi que Paris, qui était quand même très parigo-parisien. Dick Engarde, est-ce que vous auriez pu faire un autre art que la musique dans ce carrefour que vous avez vécu étudiant, début des années 70 vous avez démarré des études d'ingénieur agronome. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai chanté sur les Champs-Élysées, on m'a renvoyé dans le métro. J'ai passé 3-4 mois, on va dire, à perdre mon temps en attendant, au lieu de faire de l'agriculture, enfin de l'agronomie, de faire de l'horticulture. Donc pour dire que j'avais aucunement l'intention de faire ça, et j'étais un peu happé par Hervé Christiani, par exemple, qui m'a poussé dans les bras de Mireille, du Petit Conservatoire de Mireille. Et j'ai chanté, j'ai chanté dans les restaurant du quai Jemappes, il me semble, en tout cas de la rive gauche, du coup. On voulait pas que je chante. On voulait bien que je joue les jeux interdits, mais pas que je chante. Je chantais « Écoutez-moi, pauvre monde, insupportable monde !» Donc j'ai chanté du Brel, une espèce de Don Quichotte, en colère. Et donc ça, les cafetiers ils m'ont dit « Monsieur, mais calmez-vous, les gens ils viennent là pour manger. » Et donc que ce soit dans les cabarets ou les cafés, les restaurants, on voulait bien que je joue de la guitare, mais pas que je chante. Alors vous chantiez, vous jouiez surtout. Oui. Comment est-ce que vous avez appris à jouer justement sur cette guitare à 2 cordes? Vous avez cette guitare-là aujourd'hui, Dick Engarde, entre les mains. Comment est-ce que vous avez appris avec ces 2 cordes à reproduire, je crois, ce que vous entendiez aussi à la radio? Donc 2 cordes, c'est si mi. Et je ne me rappelle plus la mélodie d'une opérette qu'on pouvait faire avec ça. Mais ce que j'ai compris après, c'est que les cordes sympathiques, c'est important. C'est-à-dire, c'est les cordes sur lesquelles on ne pose pas de notes. Un peu comme Ravi Shankar, qui était quand même aussi notre inspiration aux Beatles et à ceux qui s'intéressaient à la pop. Et après, j'ai appris qu'on appelle ça kwarar en musique irakienne. C'est-à-dire, c'est des notes qui nous donnent un appui. Et quand on écoute Pete Seeger ou Bob Dylan, ou quand ils faisaient leur talking blues, quand ils racontaient l'introduction d'une chanson, ils donnaient comme ça un support sonore, comme font les bardes aussi, comme font les rhapsodes. Donc on a une espèce de fond sonore sur lequel on construit petit à petit. Donc c'est une espèce de support, de récit. Et sur ces 2 notes, en effet, c'était le début, on va dire, d'une fascination, comment 2 cordes pouvaient frotter, comment ils pouvaient... je veux dire, la musique, c'est pas du solfège, c'est ce qui se passe entre les notes aussi, ou en supplément des notes.
Alors du coup, ce qui compte, c'est aussi le chant qui va pouvoir accompagner cette base musicale. Est-ce que c'est justement le chant qui va venir découvrir la mélodie, qui va venir ornementer ce début de mélodie? Est-ce que vous avez gardé quelque chose d'ailleurs de cette manière de faire quand vous écrivez aujourd'hui vos chansons? Oui, je commence toujours par cette base pour essayer de savoir où l'imagination musicale me mène. Souvent, je me lève le matin et c'est souvent mi-la. Paradoxalement, les deux cordes, c'était mi-si, mi-si. Et là, on sort de l'accord, on va dire. On sort de la base. La quinte. Et donc on commence un voyage comme ça, qui peut aller au blues, qui peut aller à la musique berbère, à la musique chinoise. Donc c'est le début du voyage. Vous avez trouvé petit à petit vos trucs. Il paraît qu'un de vos trucs, c'est la sieste, Dick Garn. La sieste créative. Mais j'ai un ami marocain, il dit « Tu pars en voyage ?» Je dis « Oui, je vais dormir. » Et donc c'est vrai que la sieste c'est un demi-sommeil. D'ailleurs, il y avait une chanson belge qui s'appelait « Daydream, a couple of hours, a couple of hours, in a beautiful day. » Donc Mais là, c'est la rêverie. Les rêveries du jour sont en effet des espèces d'ivresse. D'ailleurs, on entend je sais pas, c'est pas moi, hein. C'est un Binks de téléphone, mais bon, ça, je veux dire, les cloches, les deux notes d'une guitare incomplète peuvent en effet aider au sommeil de s'enfoncer dans une variation de notes. On a bien des obsessions psychologiques ou sexuelles ou autres. Eh ben on peut avoir des obsessions musicales. Et aujourd'hui, j'organise mes hantises musicales. J'organise ces rêves. Alors ça passe par quoi? Par le fait d'être dans une sorte de rêverie, semi-éveillé, d'avoir mis là dans la tête? Quoi d'autre? Il faut se méfier, hein, c'est que les rêves sont souvent un peu étals, quoi. C'est que, d'ailleurs, à l'époque, on appelait ça planer. Et planer, le problème, c'est que, comment ça s'appelle, Pink Floyd, on plane et on n'atterrit plus, quoi. Donc le rêve, je dis bien, faut se méfier. C'est pas seulement le rêve qui nous intéresse, c'est quand même aussi le récit. Et donc là, le rêve, c'est un mode, on va dire. C'est un mode dans le sens musical. Et là-dessus, il faut après construire, voire étonner. D'ailleurs, quand je réfléchis à l'origine de Bébé Éléphant, qui n'est pas une chanson de moi, je vais vous chanter l'original. Bébé Éléphant. Was born in Portland Town, got married in Portland Town. Yes, I was. Yes, I was. Yes, I was. Ça a été fait par un banjo qui s'appelle Daryl Adams. C'était une chanson d'ailleurs sur They Send Them Away to War, sur les enfants qu'il a perdu dans la guerre de Corée. C'était une chanson assez grave sur un petit air de banjo d'ailleurs. C'était au banjo. Et bon, c'était assez touchant. Il chantait dans les rues de Bruxelles, où je chantais aussi un peu dans la rue de Saint-Jean. Enfin, je ne me rappelle plus exactement le nom des rues, mais enfin, on était tous les deux chanteurs de rue et donc on s'écoutait. C'était quand même aussi une transmission de style. J'ai appris le folk, en effet, à Bruxelles, par les disques. Il y avait les disques Folkways, qui étaient les disques chants du monde, qui nous ouvraient en effet au collectage de Alan Lomax et de l'univers de Dylan, Pete Seeger, Brothers Four, le blues aussi. Et donc, ce Daryl Adams, il se trouvait là-dedans. Et surtout, il était sur place, c'était un vrai Américain, donc à Bruxelles, qu'on écoutait religieusement. Et j'étais déjà un peu en partance de Bruxelles, dans l'idée du moins, parce que ça buvait beaucoup, il se tapait sur le ventre, il trouvait que c'était déjà bien d'avoir fait 68 à Bruxelles et qu'il fallait déjà se féliciter de cette nostalgie. Moi, je voulais surtout fuir Bruxelles. Et donc, je me suis rendu compte que son partir en guerre de Daryl Adams, c'était moi aussi un peu partir
de Bruxelles. C'est de quitter le côté confortable. Bruxelles était, même s'il y avait quelques conflits entre Qui ont duré quelque temps d'ailleurs. Hein. Voilà, les Wallons et les Flamands, on était quand même relativement en paix. Et donc je voulais suivre le même chemin que Daryl Adams et sa guerre de Corée. Moi, c'était... Alors musicalement, je vais vous dire comment ça a été fait. Mais d'abord, les paroles, donc c'est j'ai perdu ma tribu, tous mes frères et mes sœurs, que sont-ils tous devenus? Donc moi, je me suis perdu aussi, mais de ma famille, quoi. J'ai quitté ma famille. Je suis un bébé éléphant égaré. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me rechercher? Et donc bon, I was born in Portland Town, got married in... Voilà, c'est relativement catholique, on va dire harmoniquement. Moi, j'ai ajouté une erreur. C'était pas très américain comme mélodie, presque arabe. Mais comme c'était un éléphant, je trouvais que ça allait bien, ça le faisait un peu chaloper. Il remuait le popotin comme ça. D'ailleurs, il me semble que dans la chanson, je fais parce que oui, j'ai besoin de support. D'ailleurs, Brel, moi, les chansons que je préfère de Brel, c'est quand il dit je les vois déjà, me couvrant de baisers. Bon, après, c'était du texte. Mais j'aime bien ces sons. Au suivant. Ou bon, il avait l'art de ces sons qui faisaient rêver, qui faisaient sonner les harmonies derrière. Donc, une composition de chansons, c'est pas seulement du texte sur de la musique. C'est aussi que la musique, elle raconte quelque chose, qui est de l'éléphantesque dans la musique, et que les paroles, qui est du son. Donc je suis un bébé éléphant, et bébé éléphant, il y a quatre et quand même, c'est une allitération qui permet d'ouvrir la bouche à la hollandaise. Un bébé éléphant, ça me permet d'être hollandais. Donc ces sons typiquement hollandais me permettaient en effet de rajouter de l'exotisme à l'exotisme. C'est une manière aussi de faire communiquer les chansons collectives, les chansons que tout le monde connaît, et les grands classiques aussi du blues, mais aussi des chansons populaires entre elles, puisque vous en avez fait des emprunts et très volontaires à ces chansons-là. Je pense à Bruxelles aussi, qui est aussi une forme de Michel Mabel. Non, c'est en fait Yesterday. Donc ces espèces de variations, d'ailleurs, Paul Simon, il a fait son dernier concert dernièrement, et aussi ils avaient ces espèces de descentes que dans le début de Mireille, permettez-vous, donc ces espèces de descentes un peu blueseuses, un peu folk, mais blues dans l'esprit de harmonique. Je veux dire, on croit que le blues c'est seulement 2 accords. Non, le blues peut être très, très sophistiqué. Et dans Bruxelles, en effet, il y a une espèce de vertige. J'ai cherché un vertige harmonique qui allait au-delà de ce qui est toléré. Donc, comme je n'ai pas fait Berkeley, j'ai pas fait des écoles d'arrangement ou d'orchestration, j'ai osé des harmonies, j'ai poussé l'harmonie au-delà de ce qui semblait être vraiment américain. C'était pas des harmonies américaines là. Moi, je voulais faire un blues hollandais, et je voulais faire un folk français. Tout en écrivant une chanson bruxelloise. Tout en écrivant une chanson bruxelloise. Bon, mais les Beatles étaient passés avant moi quand même. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que les Beatles ont été enrichis, leurs harmonies ont été modifiées par leur arrangeur qui s'appelait George Martin, et qui était plutôt dans la musique classique, donc Eleanor Rigby. Bon, là, on commence à avoir un quatuor que j'ai eu moi dans Bruxelles par ailleurs, et donc la musique classique peut enrichir comment dire, le culot d'un analphabète comme moi, d'un nègre blanc comme moi, peuvent enrichir, peuvent donner des coups de culot à une harmonie qui est après tout relativement convenue. Si on fait que du Mozart, ça donne du Goldman. Dick Engarn, c'est aussi une manière de manier l'art de la citation, qui est aussi un art de jazzman.
Que de citer les autres, que de les intégrer dans sa propre musique, que de partir d'eux. Vous avez en France quand même des compositeurs. D'ailleurs, Brel, il s'est gavé de Ravel quand même. Et Ravel, je veux dire, vous avez dans les compositeurs du Club des Cinq, vous avez quand même des compositeurs très original. Et donc, je me suis quasiment plus inspiré de... Satie et Thelonious Monk, ça se ressemble un peu quand même. Avec plusieurs harmonies, quoi. Qui sont un peu du jazz, oui. Colombophile. Ça, c'est une mélodie un peu normale. Colombophile. Ça, c'est pas normal. À Lille. Dans les gouttières. Et donc ça, c'est même Stéphane Grappelli osait, en tout cas, avait des musiciens, Didier Lockwood et Stéphane Grappelli et le jazz, je pense à Django Reinhardt. Ils osaient quand même des harmonies. C'était pas que. Donc quand on est guitariste, on s'intéresse quand même à ces harmonies qui, d'ailleurs, Ragtime est un thème de Stravinsky et de Satie. Donc en France, vous avez déjà, et Mireille du Petit Conservatoire avec Jean Noin se sont inspirés du jazz français qui existait déjà en 1910-1920. Il y avait des influences du jazz et donc cette bizarrerie harmonique, elle était déjà tolérée au début du siècle. Il y a que dans les années 50, 60, où on est de nouveau revenu un peu à une musique française un peu confortable. Mais moi, j'avais envie de renouer avec ce côté un peu dangereux, un peu vertigineux, un peu inconfortable harmoniquement. Et Bruxelles en fait partie. Bruxelles était quand même perçue aussi un peu comme quelque chose de bizarre. Alors, comment est-ce que vous avez justement réussi à vous approprier ces musiques-là, complexes, sans conservatoire, justement, sans solfège, sans apprentissage théorique? Et pourtant, vous avez eu des grandes collaborations avec des bluesmen comme Robert Pitt Williams et d'autres. Mais Robert Pitt Williams était un ferrailleur. Moi, j'habitais sur les Péniches quand je l'ai connu, et donc je soudais aussi la ferraille. Et on se rend compte qu'il y a une brûlure qu'on a en commun, qu'il y a une transcendance de la fusion du métal. Alors il avait surtout des rythmes fous. Il avait des petits pieds avec des chaussures laquées qui faisaient des mesures très complexes. Il y a plusieurs chants qui se mettent. L'arrangement est multiple. Il y a la basse et les accords et... D'abord un verre, d'abord du feu. Et ça, c'est typiquement Robert Pitt Williams ou Bigfoot Bruns qui est de faire rutiler, moi ce que j'appelle rutiler. Donc j'ai développé petit à petit mon propre vocabulaire. Il faut faire... Ça veut dire quoi rutiler? C'est quand le barré rutiler, c'est... glisse? C'est donner du brillant, donner justement cette fusion un peu métal à la corde. On n'a pas besoin d'une pédale fuzz. On peut, avec une guitare acoustique, et John Lee Hooker le faisait très bien. Bouge ton boule, bouge ton boule, bouge ton boule. Donc on a les graves, bon, c'est un peu la maman qui bouge, ou le papa qui bouge d'ailleurs. Et on a cette espèce de fusion au métal, oui, qui sont juste deux notes les mêmes, mais qu'on attaque de façon différente. Et puis on fait rutiler la guitare, oui. Dick Engarn, vous avez parlé des pieds de Pitt Williams. Vous aussi, vous dites que vous avez appris à jouer de la guitare avec vos pieds. Qu'est-ce qui se passait avec vos pieds? Oui, mais... C'est la rythmique? Je me suis un peu décalé, on va dire. Vous avez des problèmes avec ces guitares-pieds? C'est Albert Marqueur qui m'a appris à compter, en fait. Parce que je savais évidemment compter. Je voulais même devenir prof de maths. Je veux dire, j'ai pas trop de problèmes de comptage. Mais rythmiquement, je tape à contre-temps, oui. Donc,
alors on l'entend pas parce que vous avez de la moquette, mais un pied, pour qu'il donne une bonne pulsion, il faut qu'il tape les afterbeats. Qui ont été repris avec les batteries. Mais tous ces bluesmen sont des rythmiciens très subtils, avec plusieurs motifs, un peu comme dans la musique espagnole, où on donne une pulsion, vivante, où c'est pas un métronome, on joue pas avec un métronome, ni avec un clic. Je veux dire, moi je joue jamais au clic. On a été enregistré à Sofia, avec des musiciens classiques. D'ailleurs, un bon chef d'orchestre, d'un jour à l'autre, il a le même tempo. Et pareil, je veux dire, le tempo fait partie de l'écriture. Quand on écoute Le Pénitencier. Ça, c'est donc la version de Johnny, mais même dans la version yiddish de Dylan, on a toujours ce même tempo. Le tempo fait partie de The House of the Rising Sun. There is a house in New Orleans. They call it Rising Sun. Un bon tempo, on peut varier à l'intérieur du tempo. Donc le chant peut s'enrichir. Je veux dire, le chant, pareil, c'est pas du solfège. Le chant, c'est d'ailleurs Dylan, il dit, j'écris des respirations, et il le faisait très bien d'ailleurs. Once upon a time, just find through the bumps that mean you proud. You, c'est du slam. Il y a du flow. People call say beware, though you're bound to fall through the world. Kidding you. You used, on dirait de l'Obama. You used to laugh about. Everybody there was hanging out. Now you don't talk that loud. Now you don't sing. You're not that proud. About having to be scrounging your next meal. How does it feel? Donc on va vers comment dire, la litanie. C'est son côté yiddish, je dis bien. Il avait un phrasé et puis il se reposait sur des chants célestes en tant que clé de voûte. Donc c'est un langage qu'on apprend à déchiffrer, qui est souvent dans les possibilités sont donc dans les tempos, dans la chanson qui est très vieille, House of the Rising Sun, Le Pénitencier, ça a 200 ans, 300 ans. Et donc chacun y va de son mélisme, chacun y va de son ornement, mais toujours dans ce même tempo qui est le génie populaire. Dick Engarde, on entend cette dimension collective, cumulative de la musique. Vous, c'est votre conception aussi de cet art, que ce soit un art un peu collectif. Il y a aussi eu ça dans votre entreprise. Il y a eu un disque Folk Talk qui revisitait aussi des grands classiques de la chanson. Est-ce que pour vous, c'est le même travail finalement que d'écrire ou de réécrire, de reprendre des classiques, de les modifier ? Nous sommes tous des voleurs. Les Bach, Bartók, ils ont tous puisé dans la poésie populaire, dans les bourrées modernes ou autres, nos inspirations. Et le blues, en effet, en fait partie aussi. Le folk, c'est love, oh love, oh, quel is love. Vous allez voir, il y a 2 accords, mais love, oh love, oh quel is love. Love, oh, love, oh, careless love. Now you see what love has done to me. Et là, on a un peu ce qu'eux, ils appellent des shouters. Et on a même dans la musique tchécoslovaque aussi, dans la musique slave. Donc on met en résonance l'air qu'il y a derrière le micro, qu'il y a derrière le magnétophone, qu'il y a derrière l'auditeur. On donne des accents. Ça, c'est pas on peut mettre forte, mezzo forte, mais ça donne pas la même chose. Love, une espèce de courbe. Love, oh love, oh careless love. Donc il y a la finition du chant, il y a la façon de le projeter. Et les plosives, la finition, les ornements de fin qui font que c'est beaucoup plus que des notes,
que c'est ce qu'ils appellent des shouters ou des hollers. Shouters, ça ne veut pas dire qu'on hurle, ça veut dire qu'on donne un ambitus d'amplitude différente à ces notes. On donne une partition d'accent. Dick Garde, comme on est ici dans cette idée de masterclass, il y a 2 questions, 2 mystères qui vous concernent, qu'on aimerait percer. Le premier, ça serait de savoir comment justement on fait quand on ne sait pas écrire la musique ni la lire, comment est-ce qu'on se débrouille, avec quels outils. La deuxième question, peut-être qui va aussi un peu avec, c'est comment est-ce qu'on écrit en français quand on n'est pas tout à fait francophone de naissance, en tout cas quand on est polyglotte, quand on a le néerlandais et d'autres langues aussi à soi. Vous savez, le flamand est une des langues de France, par exemple. Je veux dire, les Français, ils pensent tous que le beau français, c'est le français qu'on parle à France Culture, France Musique et France Inter. Ce n'est qu'une moyenne. La beauté est un excès, à ne pas confondre avec la moyenne, avec la perfection, qui n'est qu'une moyenne. Le français moyen est parfait, mais c'est pas un français qui se chante. Quand vous avez quand même 70 langues en France. Hein, donc, sans parler des jargons, des argots, des verlans et autres, et sans parler des mots nouveaux qu'on peut introduire, qui vont peut-être disparaître. Je veux dire, je shoote contre des boîtes de ronron, Michel Jonas, ça se dit plus. Hein, je veux dire, sans doute que Joey Starr et autres, ça va être connoté par rapport à la période. Donc une langue n'est pas un dictionnaire. Hein, une langue, c'est nécessairement une langue chantée, du moins vivant. Donc je fais des fautes, parfois exprès, parfois pas exprès. Expliquez-nous ce exprès, c'est d'ailleurs ce que vous considérez comme votre apport du Garde, peut-être à la francophonie. Que dit introduire quelques petites fautes, comme les fautes que vous intégrez aussi dans les bases musicales des bluesmen? Oui, enfin, eux, ils parlaient du slang, hein, ce qu'on appelle le slang, et puis le small talk. Il y a des mots pour ça, pour dire qu'une langue chantée n'est pas une langue écrite, en gros. En tout cas, le roi Ubu, il est mouru, hein, et puis le jour vena où Ubu et le roi se rencontrera. Bon, je veux dire, Ubu, il est pénible et dictatorial. Il fait sa propre langue. Il veut faire la guerre aux Polonais pour faire donc pour les faire pour qu'Irak, enfin pour les taxer, il fait la guerre aux Polonais et il fait la guerre avec un mauvais français. Les Polonais ne méritent même pas qu'on parle le joli français. Donc le roi Ubu, il est mouru. Il est mouru, d'ailleurs, c'est un peu, c'est dans des odeurs de poisson un peu pestilentielles et qu'il est mouru. Il meurt pas dans la soie. C'est un imbécile qui meurt mal dans des puanteurs terribles. Donc moi, je trouvais que je me suis autorisé de faire une faute de français, oui. Enfin, de faire des fautes de français. Je l'ai truffé un peu de fautes de français. Mais parfois, soyons honnêtes, parfois je fais des fautes de français qui sont pas voulues. Hein, parce que le français c'est le minimum complet. Il faut dire beaucoup de choses en peu de mots. Donc on n'a pas toujours le temps de dire est-ce que, s'il vous plaît, je pourrais peut-être aborder le sujet de nos rapports affectifs. Non, on dit je t'aime. Hein, enfin, Patrick Bruel, il dit je t'aime. Moi, j'essaye comme de dire je t'aime. Et d'ailleurs, j'essaye surtout de ne pas dire des choses de l'amour parce que tout le monde le dit et ils n'ont pas besoin de moi pour les dire. Bon, pour dire qu'on choisit des sujets, en tout cas, je choisis des sujets où je peux développer. Hein, donc je choisis des sujets historiques, je soigne mes phrases quand même, j'essaye de pas parler trop mal tout en chantant. Tout en gardant une licence poétique, il y a quand même cette approche rimée. Parfois, vous êtes intéressé à la rime et à la métrique. Il y a quelque chose de l'ordre des rimes et du nombre de syllabes, pas toujours exact d'ailleurs, sur lequel vous jouez aussi. Comment est-ce que justement ça peut être une force d'être de langue néerlandaise et de regarder un français qu'on manie fort bien avec un regard aussi un peu extérieur? L'extérieur, enfin l'étrangereté donne un peu d'étrangeté.
Donc, c'est vrai que le français, le joli français poétique, avec toute sa rhétorique, avec tous ses lieux communs, est pénible, quoi. Je veux dire, ça remplit Boileau, il a rempli une vingtaine de recueils d'épîtres. Bon, moi, j'ai d'ailleurs fait un rap à partir de Boileau. J'en ai retenu que 8 lignes, hein, parce que bon, tout le reste, c'est que. Ben, moi, je dis que c'est un pénible moralisateur, comme tous les rappeurs. Bon, de tous les animaux qui se lèvent dans l'air, qui marchent sur la terre ou nagent dans la mer, de Paris au Pérou, du Japon jusqu'à Rome, le plus haut des animaux, à mon avis, c'est l'homme. Voilà l'homme en fait, il va du blanc au noir, il dénigre au matin ses sentiments du soir, si pénible aux autres, en soi même incommode, il change d'attitude comme il change de mode. Bon, ça c'est du Boileau dans le texte, mais pour trouver les 8 lignes qui étaient un peu sexy, on va dire, qui étaient un peu excitants, je suis passé quand même par de la rhétorique pénible de plusieurs milliers de pages. Je veux dire, les poètes français, il n'y a que Rimbaud qui a été bref, mais tous les autres, ils ont quand même été, je veux dire, Victor Hugo, c'est des sacrées pilules, hein, quand même. Faut se le coltiner. Hein. En plus, il est devenu vieux. donc, c'est pas de la chanson, hein, même s'il en a écrit. Je veux dire, la chanson, c'est, je dis bien, le minimum complet. Il faut dire beaucoup de choses en peu de mots. Et juste pour finir là-dessus, c'est que la tradition populaire veut aussi que quelques mots seulement peuvent être... Moi, je suis très fier, et dès que je l'ai écrit, d'avoir écrit pas besoin de sous pour être bien, pas besoin de vin pour être sous. C'est pas grand-chose. C'est 2 rimes, 4 lignes, mais bon... en tout cas, dans le monde arabe, vous pouvez connaître une variation musicale. Un ornement peut être connu dans le monde arabe partout sans qu'on connaisse l'auteur. Et à mon avis, ça fait un peu partie de ma vie posthume, on va dire, et déjà de ma vie aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui chantent mes chansons sans savoir qui c'est qui l'a écrit. Et ça vous plaît? Ah oui, oui. C'est que c'est le patrimoine immatériel de l'humanité, oui. Dick Engarn, quand est-ce qu'on sait justement que la rime fonctionne bien, qu'une fois renversée, finalement on retient cette chanson, qu'elle revient, qu'à chaque fois qu'on reprend sa guitare, elle revient entre les doigts? Est-ce que c'est ça qui fait qu'une chanson est finie, réussie? Oui, mais enfin, quand on fait que rimer ou que être dans les clous, on s'ennuie. C'est bien de temps en temps de sortir des... Mais paradoxalement, la musique américaine, pas le folk, mais la musique américaine, la soul et la Motown, toutes ces compositions-là sont assez complexes. D'ailleurs, même Georgia on My Mind, tiens, je vais vous la faire parce que c'est une de mes chansons préférées. Aussi dans sa construction, c'est pas couplet-refrain. Il y a des codas, ce qu'on appelle donc des ponts instrumentaux. Il y a de la place pour gémir un peu. Il y a une introduction. Ma mémoire a un déboire. C'est Georgia on My Mind, hein, pardon. Parce que moi j'en ai fait George. C'est quand même fou, cette folle idée que Georges est parmi nous. Alors, il est où le couplet? Il est où le refrain? C'est une structure où on fait un peu exprès de perdre l'auteur. Et toutes les compositions américaines sont souvent bien plus complexes que le ABC des compositions D'ailleurs, françaises. c'est une chanson qui a été ralentie par Ray Charles. Absolument. À l'origine, c'était une chanson faite par des Hongrois, Herbie Carmichael. Et ça a été joué d'ailleurs par Glenn Miller d'une façon très, très rapide, swing. Georgia. Voilà, donc ça n'avait plus la même gueule, ça a pris sa vraie profondeur, on va dire, par la lenteur. Ray Charles, contrairement à ce qu'on croit, comme Johnny, c'est pas des auteurs-compositeurs, mais il crée quand même, on appelait ça créer, même Piaf, on disait elle crée la chanson. Ça veut dire qu'elle habitait de son tempo. Elle lui donnait ses nions, son style par l'interprétation. En tout cas, Ray Charles, il a complètement réinventé Georgia on My Mind en la ralentissant à l'extrême, quoi. Dick Engarn, donc les chansons ne sont jamais finies, elles sont jamais vraiment achevées, même les vôtres. Bah,
une fois que le tempo est établi, moi en tout cas, je pourrais difficilement réinterpréter. Enfin, je réarrange Bruxelles. Là, mais je l'ai déjà fait avec un orgue d'église. Sur le dernier album, je l'ai fait en twist. Hein, donc, je demande au public de faire le twist. Bruxelles, ma belle. Je te rejoins bientôt, aussitôt que Paris me trahit, et je sens que son amour est gris. Et puis... Donc on se rend compte que le phrasé de Bruxelles permet d'autres orchestrations. Mais les paroles, à partir d'un certain moment, se stabilisent quand même. Alors comment est-ce qu'elle se stabilise, puisque vous dites que vous commencez par jouer, c'est d'abord l'expérience de la chanson, et après par l'écrire. Alors comment est-ce que vous l'écrivez ? Chanson texte et chanson musique. Vous avez des outils ? On a évoqué les outils. Bruxelles, elle aurait été jolie, ça n'aurait pas fait une chanson. Bruxelles, ma jolie, ça n'aurait pas marché. Je veux dire, pour dire que le son, belle, c'est comme très belge aussi, belle. Il n'y a pas que une allitération belle-belge. Hein. Mais belle, il y a une bulle, il y a une rondeur, il y a des fesses. Dans le mot belle, il y a des fesses. Donc Bruxelles, ma belle, c'est plus qu'une rime, c'est un son. Hein. D'ailleurs, aujourd'hui, on m'en veut parce qu'on dit c'est une erreur, là encore. On ne dit pas Bruxelles, on dit Bruxelles. Hein. Mais on dit XL, par contre. Il y a un quartier de Bruxelles qu'on ne peut pas dire XL, on dit XL. Donc moi, j'ai choisi, dans les différentes prononciations, de faire Bruxelles. Parce que un peu, Gainsbourg, il dit qu'il choisit des syllabes compliquées pour pouvoir écrire des chansons originales. Et donc moi, Bruxelles, associé à Belle, ça, on ne peut plus le modifier. Et d'ailleurs, à tel point qu'il y a des campagnes de publicité aujourd'hui de commerçants bruxellois qui Bruxelles, ma belle, c'est une invitation à rentrer dans le magasin. Bon. Pour dire que 2 mots, et Georgia on my mind, d'ailleurs, franchement, je chante une chanson interdite, parce que j'ai voulu faire ma version Georges, j'ai fini par en faire Pierre, parce que ça m'a été interdit. Parce que Georges, c'était un peu comme Bruxelles, c'était une ode à Georgia, à l'État de Géorgie. Et quand moi j'en ai fait Georges, l'arrière-famille du compositeur hongrois m'a interdit, this will not be reconsidered, ce ne sera pas reconsidéré. On vous interdit d'interpréter Georgia à votre façon, parce qu'on considérait que Georgia on my mind, c'est tellement marquant, et surtout ça rapporte 40 000 euros par an par pays, donc on ne va pas laisser un chanteur hollandais le modifier ça. Et un peu pareil pour Bruxelles ma belle, Bachung l'a chanté, l'a pleuré plutôt, Raphaël l'ont chanté, mais comment dire, oui, il y a une empreinte, il y a même moi, ça m'a conditionné ma vie. Je veux dire, il suffit de 2-3 syllabes et vous êtes marqué à vie, quoi. Alors, 2-3 syllabes, 2-3 notes, vous faites allusion à Raphaël, à Bachung, et il y a eu toutes ces collaborations que vous avez pu avoir, et aussi cette nouvelle génération de chanteurs pour laquelle vous avez écrit, composé. Vous allez finir par nous expliquer comment vous faites pour composer justement et retranscrire les notes. Comment est-ce que ça s'est passé ? C'est aussi grâce à eux que vous avez réémergé après une pause d'une 20aine d'années où vous avez fait bien d'autres choses. Dick Engarde ? J'ai d'abord rêvé de nouveau, j'ai d'abord fait des grosses siestes, ça fait partie de mon travail, hein, de dormir. Et donc, j'ai rêvé Raphaël d'abord. Je me souviens, j'ai rêvé de Raphaël comme un chat mouillé le matin sur un pont de bateau, je ne sais pas pourquoi. Mais donc, ça m'est resté. Je trouvais qu'il avait une gueule de bois tendre. Et donc je me suis comme ça j'ai développé franchement je suis trop Dick Engarde pour écrire pour les autres. Je ne suis pas une usine à chansons. Il y en a, Goldman il est fait parfaitement bien pour Cheb Khaled, il s'est même transformé
en arabe. Mais pour dire que je peux m'aliéner, j'ai différents styles quand même. D'ailleurs, je chante aussi des chansons arabisantes ou des chansons chinoises, ou je veux dire, je peux m'aliéner culturellement. Mais je ne suis pas Raphaël et je ne suis pas Calogero. Vous avez pourtant écrit pour eux, pour Raphaël Oui. Calogero, pour Nosfell et Oui, pour d'autres. Nosfell, ça m'a déjà un tout petit peu plus réussi parce que j'ai écrit à Mogador une chanson sur Mogador. Bon, donc à Essaouira, au Maroc, une chanson. Nosfell est marocain d'origine. Il a inventé d'ailleurs une langue entre le japonais et le marocain pour comprendre son père qui était sourd. Enfin bref, c'est toute une histoire. Il a inventé sa propre langue aussi. Donc en effet, j'essaye de m'adapter, on va dire, à la langue, au style, au code des gens qui me le demandent. Ils me le demandent moi parce que j'ai pas trop réussi. J'ai eu une commande par exemple de Calogero. La donna de donna te donna. La vie et l'éclat. Une chanson sur Modigliani. J'étais. Je ne rappelle déjà plus la ville parce que j'ai vraiment fait un chantier pendant 2 ans. J'ai vu tous les films qu'il y avait sur Modigliani. J'ai lu les bios de Modigliani. J'en ai vraiment fait un chantier, comme à chaque chanson d'ailleurs. Je veux dire, j'ai l'idée première qui est relativement spontanée pendant une sieste, mais après, il faut le développer. Hein. Il ne suffit pas de commencer une chanson, il faut la finir. Donc, Modigliani, je lui ai écrit une chanson italienne, connaissant les mélismes, l'origine, comment dire, italienne et sarde de Calogero et de sa famille. Hein, Morizzi, Calogero Morizzi, d'ailleurs, Calogero, il me semble, c'est son nom. Son prénom, pardon, et Molizzi, c'est son vrai nom, comme moi. C'est pas des pseudonymes. Mais donc, je me suis intéressé à sa Méditerranée. Je ne sais pas si ça se Ou dit. inventé, on y va. Méditerranéanité, voilà. Pour trouver ces mélismes corse, italiennes, etc. Et donc, je l'ai écrit une chanson typiquement Calogero, pour Calogero, quasiment en italien. Modigliani, Fodi, mia cara Italia. Donc je me suis transformé je parle un tout petit peu italien, je chante un peu en italien, donc j'ai profité de mon européanité du coup pour ramener Calogero au sud de l'Europe, de là où il vient. C'est comme un geste relativement généreux au départ. Et ça n'a pas été, il n'a pas chanté. Donc, quand je travaille 2 ans sur une chanson, qu'il est chantant et qu'il ne les chante pas, je ne suis pas grossier avec Calogero parce qu'il est très gentil avec moi et qu'il m'a fait des spaghettis et tout ça. Mais quand même, j'en ai voulu un peu d'avoir. Raphaël, c'est pareil, je lui écris une chanson, je finis par les interpréter moi-même. Donc, le voyage que j'ai voulu faire avec eux, je finis par le faire tout seul. Alors, il y a des collaborations pourtant qui ont été fructueuses, puisque Mathieu Bogart et d'autres, c'est des gens qui vous ont aidé aussi à revenir sur scène. et j'ai écrit un duo avec Mathieu Bogart. J'ai écrit un duo a cappella. Bon, oui, donc je peux écrire si des gens... Mais c'est quand même un geste d'amitié intense, on va dire. Il faut s'aliéner un peu. Donc avec Mathieu Bogart, il est venu à Barcelone, il avait une copine à Barcelone. Bon, j'ai dit, viens me voir. Non, il est resté à Barcelone. Donc la montagne est glaciale d'ici à Barcelone. Je l'en ai voulu un peu de ne pas avoir traversé la montagne. Je dis, bon, elle est glaciale, elle doit être trop haute pour que tu fasses 300 km pour venir me voir. Bon, c'est une espèce de mélange, mais c'est très amical quand même, la chanson, mais pour dire que c'est un geste intime quand même. Je veux dire, j'ai plus facile d'écrire pour moi quand même que d'écrire pour les autres. Alors, il y a eu aussi un petit peu de cinéma, puisque Michel Gondry a utilisé aussi une de vos chansons. Il y a aussi la variété des exercices d'Ikan Gard, des exercices musicaux, puisque vous avez des projets de musique classique, d'opéra. Mais j'ai chanté avec Gérard Depardieu, avec Danny Boone. Dans Mammouth. Dans Mammouth, oui. Et donc, c'est des petites séquences, quoi. Je veux dire, ce qu'il y a comment dire, de différent entre le cinéma et la chanson, c'est qu'on tourne, bon, même si on tourne que 5 minutes dans la journée, il y a des scènes mythiques.
Moi, une chanson de 5 minutes, parfois, ça peut durer plusieurs années avant de finir ces putains de 3-4 minutes. Pour que ça tienne, parfois, il faut des années pour les écrire, les chansons. Vous avez un engagement, Dick Engarn, particulier pour la chanson populaire, pour les joutes verbales aussi, et ces chansons populaires que vous idéalisez un peu, vous dites qu'elles sont parfaites, elles ont gardé le meilleur, ce qu'on arrive à dire facilement, ce qui va à toutes les bouches. Ouais, elle se peaufine, elle s'améliore, oui, bien sûr. Il y a le roi Renaud, les guerres revint, prenant son tripe dans ses mains. Aujourd'hui, on n'aurait pas osé écrire une chose pareille, c'est quand même horrible. Il y a Yves Montand qui chante cette chanson, mais c'est une chanson. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il n'existe pas ce roi Renaud. C'est tellement idéal, c'est tellement mythique. C'est un roi qui a beaucoup souffert, qui revient de guerre quand même, sauf qu'il n'a jamais existé. Il n'a jamais existé, le roi Renaud. On trouve des traces de lui en Norvège, on trouve des traces de lui au Maghreb. C'est un roi qui a plusieurs pays, qui a plusieurs époques, qui est un roi qui revient comme un élastique, comme un diable. Il revient et toujours avec cette même mélodie. Et là, ça devient terrible. Et donc, chaque fois, cette même dramaturgie, dans les 4 phrases, reviennent. Donc oui, c'est idéal. C'est idéal dans la mesure où vous pouvez essayer de commencer par le blues, j'allais dire. Ça tient plus la route. C'est que dans un sens, c'est pas dans l'autre. Vous savez, c'est comme le visage. On peut faire comme ça, mais comme ça va pas. Vous voyez ce que je veux dire? On peut le faire à l'endroit, mais pas à l'envers, quoi. Alors c'est ça, l'oraliture, justement, c'est cette mémoire collective qui a fait le tri. Ces astuces idéales, en pataphysique, on appelle ça les solutions imaginaires, mais c'est l'imagination qui donne en effet la solution idéale à toutes sortes de possibilités. Vous vous rendez compte, les possibilités sont infinitésimales. Toutes les notes, pendant 5 minutes, d'ailleurs, il y a à Alep, on donnait des cours de makam, d'improvisation, de variation de musique syrienne, et on apprenait 7 heures de musique en 7 ans. Hein, et il y avait là-dedans toutes les variations. Il n'y avait aucune mesure qui ressemblait à une autre. Et il y a beaucoup de disciplines comme ça. Alexandra David-Néel a enregistré, enfin, a noté une chanson qui durait 7 semaines. Enfin, pas 7 semaines, plusieurs semaines. Pour dire que nous, on est un peu cantonné à notre format de 3 minutes, 4 minutes de chansons, que ce soit Umm Kulthum ou les chants lamaïques ou les chants bouddhistes ou les chants... même Dylan, et Gates of Eden, c'est quand même 18 couplets. Au revoir in peace and through the streets in the careful girls glides. Up for a lady, for his cloud, the cowboy angel rides. En tout cas, c'est des litanies. Les litanies africaines aussi peuvent être très longues. Les chants griotiques peuvent être très longues. Donc, pour dire que notre format idéal, en effet, c'est un peu des solutions minimales. Je dis bien, c'est le minimum complet. Mais on peut aussi avoir des épopées. On peut avoir des chansons de bardes, des chansons homériques qui durent, je veux dire, n'importe quel barde albanais où il vous chante des 20 000 vers. Dick Engarn, vous êtes parti pour une grande épopée avec les Amis du Verbe. C'est justement celle d'aller rencontrer votre public et d'aller enregistrer des chansons populaires, des chansons locales, avec un studio mobile. C'est que moi, j'ai grandi avec Alan Lomax, avec le travail de collectage. Vous aviez Poirot en France, mais John Lomax et Alan Lomax étaient des collecteurs qui allaient donc faire ce qu'on appelle des field recordings, des enregistrements sur le terrain. Hein, ils ont été d'ailleurs en France, ils ont été en Italie dans les années 50, ils ont été au Maroc, ils ont été surtout dans les Caraïbes et aux États-Unis, collecter donc j'allais dire des kilomètres de chansons, qui sont en effet des chansons qui nous sont restées, qui depuis ont plusieurs versions. Et nous efforçons de faire la même chose en vidéo.
Donc, d'ailleurs, je repars vendredi prochain en Ariège avec la caravane, et il y a des vieux ariégeois qui viendront chanter les esclopes ou des chansons occitanes ou béarnaises ou dans une des 70 langues de France, dont le français moyen. On a comment ça s'appelle, je cherche La Rochelle, oui, les filles de La Rochelle. On a les filles de La Rochelle par une punk à chien qui chante les filles de La Rochelle. On a été enregistré au Francophonie avec cette caravane. Et donc cette caravane est un studio en effet de collectage où on vient chanter de mémoire. On interdit le texte. On demande de chanter de mémoire des chansons du domaine public. Cette vie autonome des chansons qui vous plaît, Dick Engarde, est-ce que c'est ce que vous souhaitez comme postérité à vos chansons, à vos propres chansons? Mais je crois que vous allez dire à vos enfants. Autonome, c'est peut-être pareil. Oui. Vos chansons oui, c'est et vos mes enfants. C'est mes enfants. Ils vont grandir. Ils vont changer peut-être de couleur de cheveux. Il y en a peut-être qui vont rajouter des couplets, en enlever d'autres. Quelle belle vallée, avec ses plaines, avec ses prés, avec ses reines, avec ses fées. Elle est. Quelle belle vallée que je m'en vais te raconter. Alors, rencontrer, peut-être que quelqu'un va changer, raconter en rencontrer. Donc oui, mais mes chansons marchent déjà tout seules. Ça veut dire quoi, elles marchent déjà toutes seules? Ça veut dire que les enfants les chantent et les modifient. Le boitent un peu, ou au contraire, les font marcher droit. Je veux dire, la créativité des enfants est sans borne, vous savez bien, ils détournent tout jusqu'à ce que ça leur plaise. Donc je pense que mes chansons sont pas interprétées. Franchement, la famille Brel est très religieuse quant à la rigueur de l'interprétation de leurs chansons. Ils voulaient pas que France Brel ne voulait pas que Massalia System chante les chansons de Brel en rap ou autrement. Moi, du coup, j'ai abandonné le chantier parce que je voulais faire un Brel tropical. Comme Brel, il a beaucoup voyagé. Il a comme fini pas au Malévin, comment ça s'appelle, Gémir n'est pas de mise aux Marquises. Bon, vous voyez, je passe par la rime pour reconnaître le nom de l'île, pour dire que les moyens mémotechniques vous permettent même de voyager. En tout cas, je ne veux absolument pas que religieusement on respecte mes textes, quoi. Je voudrais qu'on les enrichisse, qu'on les appauvrisse, qu'on les modifie. Et c'est déjà un peu le cas. En tout cas, mes chansons sont... Bon, je suis faussement modeste. Je passe quand même beaucoup de temps à ajuster. Si c'est une syllabe de trop, je la chante pas. J'essaye déjà au départ de donner une chanson relativement bien finie, et après on peut toujours la modifier. Il y a aussi une rigueur thématique d'une certaine manière, puisqu'il y a des thèmes qu'on retrouve. On parlait bien sûr de Bruxelles, mais aussi de toutes ces villes dont vous avez même fait un album, 12 villes, 12 chansons. Donc il y a cette manière de faire des boucles, de retrouver des thèmes communs dans votre œuvre. Il y a une lisibilité finalement dans la thématique, alors qu'il y a cette poésie un peu pataphysicienne que vous avez évoquée. Oui, je devrais peut-être mourir plusieurs fois avant qu'on dégote les styles. J'ai beaucoup chanté les hommes. C'est pas parce que je suis homosexuel, mais parce que je trouve que les hommes, il y a une Chrysalis Réal, une prostituée qui dit « Mais que foutent leurs femmes de si gentils, minous, si doux, des gros, des petits et des... » Bon, je dirais, elle parle des hommes comme ils sont, quoi. C'est-à-dire pas nécessairement beaux, pas nécessairement parfumés, pas nécessairement lisses, pas nécessairement sportifs. Et moi, c'est pareil. Georges, il est gros dans ma chanson. Mon Georges, il est gros. J'ai chanté Théo, le frère de Van Gogh. De Vincent. C'était des hommes mélancoliques, c'était des hommes qui buvaient, qui devaient sentir mauvais. Donc, Théo, c'est beau, un tableau vivant. Théo, il faut que tu m'envoies de l'argent dans ce coffret. Faudrait que j'achète de la peinture bleu azur
faudrait peut-être que je règle le contour d'eau. Bon, enfin, bref, je m'en rappelle plus très bien, mais ce que je sais, c'est que je traite les hommes mal. C'est un sujet comme les villes, c'est-à-dire j'ai à peu près une douzaine, une vingtaine presque d'hommes que j'ai chantés, et c'est rare que ce soit des hommes idéaux, jolis, sportifs, comme on voit dans les pubs. C'est des portraits, et pareil pour les villes, je fais des portraits odorants des villes et des hommes. Il y a une dimension un peu universelle dans l'écriture, une volonté aussi à la fois de marquer les spécificités, mais de les remettre dans le pot commun. Est-ce que c'est la même histoire finalement que la mémoire musicale collective, Dick Gard? Oui, il faut que ce soit un peu... Il faut que la mélodie, elle pue un peu pour qu'elle dure. Si c'est juste... les jeux interdits, donc c'est bien. Donc de rajouter ou d'enlever des notes, ça permet de donner du caractère à un homme, ou à une mélodie, ou à une ville. Et donc c'est ça mon propos, c'est de dévier. Je ne suis pas esthétisant. Et je pense que d'ailleurs les bonnes mélodies folkloriques sont des mélodies irrégulières. Je ne sais plus si c'est à la Clairefontaine ou si c'est au clair de la lune, mais une mélodie folklorique, pour que ça rebondisse, il faut que ce soit irrégulier. Et pareil pour le blues, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas parce qu'on fait des 12-bar blues, des blues de 12 mesures qu'on exprime un sentiment. C'est peut-être parce qu'on ajoute 2 mesures qu'on crée un vertige. Et donc c'est mon travail aussi, de sortir des sentiers battus, pas tellement pour faire l'original, mais juste pour avoir du style, juste pour que les mélodies, les hommes, les villes aient du caractère. Il faut sortir de l'esthétisme, sortir des règles de l'écriture, académique ou scolaire. C'est juste pour ajouter, en effet, une dimension populaire. Dick Gard, vous avez fait allusion à Van Gogh, à Rimbaud aussi. Est-ce que justement il y a une sorte d'écho qui se retrouve entre les arts comme ça et que vous aimez intégrer à votre musique, ou est-ce que finalement ce sont des chants qui vous traversent comme n'importe quel chant pourrait vous traverser, y compris ceux que vous cultivez chez vous en Gascogne? Non, oui, évidemment. Là-bas, on a de la bonne saucisse, on a des bons embruns de la montagne, on a des parfums, on a toutes sortes des choses très belles. Mais ce que Rimbaud et Van Gogh, c'est marrant que vous fassiez le parallèle, parce qu'ils ont quand même vécu quasiment à la même époque. Ils ont marché tous les deux beaucoup, ce qui est mon lot aussi. C'est-à-dire Rimbaud, il a traversé le Jura, il est quand même revenu avec une jambe gangrénée. Il a traversé le désert à pied, quand même. Il a été à Bruxelles à pied, à Amiens à pied. Rimbaud a beaucoup marché. On dit le poète aux semelles de vent, c'est une image bien française. D'ailleurs, ils en ont fait aussi un marchand d'armes. Les Français sont injustes avec leur... Il est revenu avec une jambe fatiguée, tellement qu'il a marché. Donc il n'avait pas des semelles de vent, il avait des semelles de plomb. Et pareil pour Van Gogh, qui était quand même qui a voulu épouser la souffrance des enfants qui allaient dans les mines, du borinage. Il a été jusqu'au fond des mines pour comprendre la souffrance. Il a été chercher sa religion très loin dans les antres de la terre. Il parlait pas latin. Il n'a pas pu être curé, un peu comme Brel d'ailleurs. Moi, il me semble que Brel, aussi grossier qu'il était, c'était un curé quand même. C'est quelqu'un qui a cherché, et d'ailleurs même Rimbaud, il cherchait l'illumination, il cherchait l'effondrement vers l'eau, il cherchait en effet une espèce d'ivresse divine, du moins sacrée, dans la terre, dans la mouise, dans la misère. Et oui, Van Gogh et Rimbaud, je les ressens comme des chercheurs, pas nécessairement d'or. J'ai envie de vous poser la même question que Mireille il y a quelques décennies. Un petit bout de musique pour finir, peut-être, Dick Gard. Allez, on va faire un peu de Rimbaud, vous voulez bien? Allez-y. Elle est retrouvée, quoi. L'éternité, c'est la mer mêlée avec le soleil.
naufrage de communs élans. Là, tu te dégages, dégage, et vole selon. Puisque de vous seul, braise de satin, le devoir s'exhale, sans qu'on dise enfin. Là, pas d'espérance, nulle oreilletture. Science avec patience, le supplice est sûr. Torture never stops. Elle est retrouvée, quoi. L'éternité, c'est la mer mêlée avec le soleil. Jusqu'à l'éternité, c'est long, l'éternité, surtout à la fin. Merci.